Bon, eh bien, écoute, il est 2h30. Jean-Marc, tu as la parole. Jean-Marc Basse est chirurgien thoracique à Rouen. Il a une très grande expérience de la chirurgie assistée par ordinateur. Il travaille beaucoup avec Buc à l'IRCAD qui comment dirais-je, modifie ses scanners, ses IRM, etc., de manière à avoir une lecture en 3D. Luc Solaire, voilà, son nom m'échappait. Quand on était allé le voir avec Dominique Franco il y a 3 ans, il nous avait montré tout ça. C'était encore de l'expérimentation. Je crois que maintenant, tu vas nous le confirmer, c'est de la routine. C'est l'exemple même de ce qu'on peut faire à partir d'une structure très bien organisée, sans qu'il soit nécessaire de la dupliquer dans toute la France. Il suffit de l'organiser avec cette structure. Jean-Marc, tu as la parole. Tu nous présentes. Okay, bonjour à tous, j'imagine que je dois partager mon écran. Alors, l'Émile, pourquoi l'Émile? Adaptation libre d'après Jean-Jacques Rousseau sur l'évolution nécessaire et le rôle futur des écoles de chirurgie. Alors, c'est très important pour nous à l'Académie, puisque, comme vous le savez tous, depuis 3 ans, à l'initiative de Hubert Joannet, l'Académie rédige un rapport sur un sujet précis. C'était d'abord la prise en charge de la formation à l'utilisation des robots. C'était avec Jean-Claude Coffinal en 2019. En 2020, c'est en cours de finition de rédaction, c'est la formation initiale et continue des chirurgiens avec Olivier Farge. Et donc, pour 21-22, nous travaillons sur comment concevoir l'évolution nécessaire des écoles de chirurgie compte tenu des évolutions extrêmement rapides sur le plan technologique et sur le plan du quotidien. Yes. Partager mon écran. Yes. Bon, donc, ce que tu vas nous dire sur les écoles de chirurgie nous intéresse énormément. Alors, merci beaucoup à l'Académie de chirurgie, encore une fois, de m'inviter et à JPR Massard d'avoir pensé à moi sur ce sujet. Je suis vraiment navré car le temps m'a un peu manqué sur ce sujet passionnant et 15 minutes, c'est un peu court. Donc, j'espère quand même qu'on va lever les grandes lignes et que ça sera intéressant dans le débat. Alors, j'ai envie de commencer par vous dire que toutes les questions de modèle, de structure, de technologie, de culture, mais aussi de passion. Et il y a quelques mots-clés qui sont intéressants, c'est les notions de compétences, d'évaluation, de simulation, de structuration, de pratique délibérée qui sont, je dirais presque du verbiage pédagogique moderne. J'ai fait une petite partie sur la formation en chirurgie. Évidemment, en 15 minutes, c'est un peu court, on pourrait passer des heures. C'était juste pour montrer un peu l'évolution jusqu'à maintenant. Alors, l'origine de la chirurgie, c'était plutôt un empirique, avec ses mains, formation un peu ancestrale, avec surtout mise en évidence de l'habileté manuelle, avec ce toucher qui est fondamental. La volonté aussi de se différencier. Voilà, je pense que 5 hommes, ça vous parle à l'Académie de chirurgie, pour essayer de se séparer un peu de l'université, car, comme vous pouvez le voir, et comme le disait Montaigne, parce qu'elle voit et manie ce qu'elle fait, il y a moins à conjecturer et à deviner entre, évidemment, la médecine où on parlait beaucoup et la chirurgie où on faisait un peu plus. Ceci est repris d'ailleurs par Vézal dans la préface de son livre, De Humani Corporis Fabrica. Si vous voulez, quand vous lisez ça, c'est exactement pareil. C'est une critique très forte de l'enseignement médical qui est très livresque et très loin finalement des corps. Et donc c'est là où l'anatomie arrive de manière assez importante dans la formation, avec quelques règles qui commencent à apparaître et qui finalement pourraient être presque reprises à l'heure actuelle sur les 5 points à apprendre, ôter le superflu, remettre en place ce qui est sorti, séparer le continu, loin de le séparer, aider la nature dans ce qui fait défaut. Là, on est sur des notions culturelles
de formation chirurgicale et de grands principes. Ensuite est arrivée l'imprimerie. Alors l'imprimerie, à cette époque, Moyen-Âge, c'est une révolution technologique. Voilà, notre robot à nous, et qui va bien sûr modifier la formation des chirurgiens par la diffusion de la connaissance, avec des ouvrages et des dessins qui permettent d'aider le chirurgien par la publication. Alors à l'époque, la formation au Moyen-Âge, c'est surtout des écrits, et puis une expérience personnelle dans les hôpitaux. Donc on passe maintenant par le modèle qui est le patient, et qui est très bien décrit par Ambroise Paré quand il était résident à l'Hôtel-Dieu, où c'est là où il a appris beaucoup de choses sur le patient. Et puis aussi l'anatomie, toujours on revient à ce modèle hors des murs de l'hôpital, où on apprend aussi son métier. Je ne suis pas sûr qu'à cette époque, il y ait une formation structurée pour l'ensemble des chirurgiens. Il devrait y avoir probablement du compagnonnage. Ensuite, l'essor s'est fait évidemment avec cette expansion rapide des savoirs, beaucoup de dissections et de recherches anatomiques, et puis l'expérience acquise sur les champs de bataille et dans les hôpitaux urbains. Encore une fois, pas de structuration réelle dans ces publications de la formation ou un apprentissage sur le tas. Quand on regarde ensuite ce tableau de Rembrandt, qui pour moi définit finalement l'art de l'enseignement chirurgical, on pourrait passer aussi un peu de temps sur ce tableau, mais vous voyez qu'au centre, on voit les mains. La main en chirurgie reste fondamentale. Vous voyez qu'il y a les patients, les chirurgiens finalement proches, où on voit, on regarde, pour l'instant on ne touche pas, et c'est, vous allez voir dans l'évolution, pendant très longtemps on ne touchait peu avant d'apprendre la chirurgie. Alors, un homme important dans la culture française, c'est Dessau, le chirurgien parisien qui a quand même été Dupuytren, Larrey et Chopard, et quand même, voilà. Et Dessau qui, lui, a finalement structuré la formation, plus une formation anatomique ou livresque, mais avec un parcours, avec présentation de malades, leçons théoriques, séances opératoires, avec, en début du XVIe siècle, pendant la création de l'internat, finalement perdure encore jusqu'à maintenant avec bien sûr On ne t'entend pas très bien. Avec bien sûr des modifications, mais vous voyez, il y a un parcours de formation au sein d'un hôpital et sans évaluation réelle des compétences. Donc ça, c'est important à comprendre. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, la formation chirurgicale, c'est Alstedt avec le See One, Do One, Teach One, avec ce modèle dit du compagnonnage, le Master Apprenticeship écrit, mais pas d'évaluation des compétences. C'est une formation qui est structurée au sein d'un parcours. On passe dans différents services avec une formation généraliste et pas encore spécialisée. Alors, les temps changent. Il faut s'adapter à notre époque et puis aussi aux révolutions pédagogiques. Alors, le See One, Do One, Teach One a été longtemps la pierre angulaire de la formation chirurgicale, a été très critiqué notamment aux États-Unis par l'American College, avec, vous voyez maintenant, toute une structuration de la formation à la fois initiale, mais aussi continue, avec une réflexion sur de la formation, une réflexion sur l'apprentissage et sur la performance de l'apprentissage. On change de modèle pédagogique, avec, vous voyez, on passe de la connaissance à la compétence, mais de manière gradée et progressive jusqu'au stade d'expertise. Vous voyez, il y a le Journal of Surgical Education, donc on est maintenant dans une pédagogie, dans l'amélioration, dans l'amélioration de la performance d'adaptation. Alors cette évolution, cette révolution pédagogique est en train de s'imposer dans les différents domaines, avec toujours cet enseignement dit progressif, moins aléatoire, avec cette notion, si vous voulez, d'évaluation de la compétence. Et avec, évidemment, ceci peut être décliné dans une école de chirurgie, mais aussi décliné à l'hôpital, car l'hôpital reste, pour les chirurgiens, l'endroit majeur de la formation. L'amélioration de l'enseignement au bloc, toujours pareil, avec des concepts pédagogiques un peu différents, et notamment ce concept qui s'appelle le BID model, finalement inspiré de la simulation, avec un briefing initial où on explique les objectifs, avec une description de la chirurgie ou un accompagnement de la chirurgie étape par étape en fonction du niveau. Ensuite, un débriefing pour faire remonter les difficultés ou les
différents points positifs, et cette évaluation qui est moins aléatoire sur la réalité du moment et les objectifs à voir. L'enseignement est dans une stratégie éducative structurée et progressive. L'évaluation objective maintenant de la technique chirurgicale, vous voyez, hein, où on commence à pouvoir coter, notamment ici, c'était l'exemple de la cholecystectomie, mais il y a beaucoup d'autres exemples dans la littérature chirurgicale, pour essayer d'avoir une évaluation objective, on appelle ça les LOSAT. Alors, toute cette révolution pédagogique arrive bien sûr en France avec une réforme du troisième cycle qui est apparue récemment en 2017, avec, vous voyez, la même progression allant des compétences vers des connaissances vers les compétences, avec cette notion d'acquisition progressive des compétences, et donc un changement du parcours de la formation. Probablement que Françoise en parlera un peu plus, juste pour vous dire que dans ce changement de la formation, il y a toujours cette formation à l'hôpital, mais on passe d'un DES de chirurgie générale qui était suivi d'un DESC à un DES maintenant cardio-thoracique et vasculaire, ce qui est vrai dans les autres disciplines. Et on voit bien qu'il y a une spécialisation et une filiarisation de la formation qui est un peu plus stricte, et on va vers plus de spécialisation encore qu'autrefois. Alors, tout cet enseignement, toute cette révolution pédagogique, elle est confrontée à des nouvelles normes. Elle est confrontée à un droit du travail avec la restriction des heures, notamment pour des raisons de sécurité, des réglementations HS qui arrivent avec jamais la première fois sur le malade, des certifications professionnelles continues et des recertifications, des demandes sociétales de la part des médecins aussi sur leur qualité de vie, et donc moins de travail, en tout cas moins de temps passé à l'hôpital. Il y a la problématique de la performance financière des structures de soins qui contraint aussi le temps. Les ressources humaines sont contraintes. L'avènement du mini-invasif, l'hyperspécialisation. Et donc, vous voyez que l'enseignant, le professeur des universités est dans un monde très normé et très complexe, et il faut s'organiser. Les innovations technologiques ont des contraintes, mais aussi, comme vous avez vu pour l'imprimerie, va nous permettre, grâce à l'image, de pouvoir faire de l'enseignement sur place et aussi à distance. Je crois que le premier à avoir compris ça, c'est Jacques Marescot, qui a transformé de l'enseignement simple un enseignement international grâce à cette image, à la fois avec son centre, avec ses centres, et avec son université virtuelle. Mais il y a aussi dans la formation chirurgicale la révolution culturelle en médecine, où on passe d'une chirurgie ou d'une médecine avec beaucoup d'omerta à une culture de la transparence comme dans l'aéronautique, où l'erreur doit être non plus condamnée, mais servir dans l'apprentissage. Et on quitte cette culture du blame and shame vers une culture de transparence qui est acquise depuis plus de 50 ans dans l'aéronautique. Alors cette révolution culturelle arrive aussi en chirurgie avec l'obligation des checklists, la simulation aussi en cas de crise, très importante. Tout ça pour arriver finalement à la dernière partie du laboratoire d'anatomie au centre de simulation. Vous voyez les écoles de chirurgie dites modernes. Et donc, ces écoles de chirurgie existent depuis des années. L'exemple le plus flagrant est l'école du Fer à Moulins à Paris, qui existe depuis des dizaines d'années, où on apprenait la microchirurgie. C'est maintenant transformé avec la phase socle, avec une école de chirurgie générale où on apprend les basic skills, ce qu'on appelle les basic skills, c'est-à-dire les gestes de base, de célioscopie, de chirurgie générale, qu'on apprend en dehors de l'hôpital avec des centres beaucoup plus complexes, beaucoup plus évolués, avec des logistiques. On est sur de la formation nationale, internationale, avec des modèles qui sont variés. Donc, ce n'est plus le cadavre, ce n'est plus le patient, mais c'est l'animal. Le cadavre aussi, mais c'est du cadavre un peu différent. Et voir du virtuel qui arrive. Et en fonction du site de cette école de chirurgie, la formation est ponctuelle, ou ça peut être un parcours initial comme la phase socle. Alors, arrive le point de la simulation, avec cette contrainte de l'HS, jamais la première fois sur le malade. Et donc, on a des structures qui existent, et maintenant, il va falloir structurer par un nouvel outil pédagogique qui est la simulation. Donc, vous voyez, j'ai eu la chance de rencontrer ce chirurgien qui s'appelle Richard Fein, qui est un chirurgien américain, et qui, dans les début des années 2000, a commencé à réfléchir sur l'introduction de la simulation dans la formation des chirurgiens, c'est-à-dire hors mur, hors hôpital, pour répondre d'une part à une amélioration de la performance éducative,
mais aussi de manière très pragmatique pour lutter contre la fuite des jeunes médecins vers d'autres spécialités que la chirurgie, notamment la chirurgie cardio-thoracique. Et ça aussi, c'est une réalité actuelle et j'ai envie de dire sociétale. Et donc, toute cette évolution vers la simulation, vous voyez, maintenant, on est à plus de 10 ans et on commence à voir des vrais parcours de formation en chirurgie cardiaque, en chirurgie thoracique, avec des modèles qui sont des modèles soit virtuels, soit des modèles un peu plus complexes, qu'on appelle de basse ou de haute fidélité, avec des vrais parcours de formation, qui commencent à être pertinents depuis quelques années. Donc, vous voyez, il a fallu quand même plus d'une dizaine d'années pour faire arriver la simulation comme centre de formation. Et la notion de bootcamp, qui est en fait une notion importante, toujours décrite par mon ami Richard Fay, sur le fait d'exporter cette formation, mais aussi de concentrer les moyens dans un centre national ou un peu en dessous, ou régional, pour pouvoir avoir de la logistique, du matériel, et aussi des hommes qui puissent venir pour pouvoir aider, c'est-à-dire des enseignants. Et ils ont commencé aux États-Unis tout simplement avec des chirurgiens retraités qui avaient un peu plus de temps. Alors, on pouvait apprendre aussi dans ces centres management de crise, c'est plutôt de l'équipe. Alors là, juste j'avance un peu, car j'ai 15 minutes. La simulation, et surtout, vous voyez, ça c'est une publication en 2018, donc un peu plus de 10 ans après. Donc la simulation est un outil très fort pour le team training en chirurgie, et pour l'instant reste un peu plus limité dans la formation procédurale et technique. Voilà, le problème de cette formation par la simulation, c'est le coût, la logistique, il faut des nouveaux métiers, le temps qui passe, et ces programmes ne sont pas encore évalués pour savoir si c'est plus pertinent qu'une formation classique hospitalière. Alors ce concept du bootcamp, c'est sortir de l'hôpital, la formation chirurgicale, faire de la simulation pour les basic skills, faire de la simulation un peu plus évoluée, procédurale, comme la lobectomie néo-robotique, et aussi commencer à parler des facteurs humains avec la simulation d'équipe. C'est un centre de training qui est équipé, qui a des moyens, et on concentre des étudiants et des enseignants. Alors, vous voyez, nous, on a mis en place ça l'an dernier grâce à la Société française et du Collège de chirurgie. On a appliqué exactement les concepts américains, hein, on n'a rien inventé, avec la concentration dans un centre, la concentration de stations de simulation des étudiants, avec un programme pédagogique qui est extrêmement riche. Vous voyez, par exemple, les lobectomies vidéo avec un objectif, un briefing, une évaluation ensuite, alors là, qui est monitorée. La lobectomie, pareil. Les qualités non techniques, très importantes dans le monde actuel, contraint, de communication, de coopération, avec le team training, avec ce qu'on appelle le crisis resource management. Alors, vous voyez ici, c'est l'exemple de cette station de facteurs humains. On forme des jeunes à poser une chambre implantable en équipe, en respectant des bonnes consignes de communication et de coopération. Pour conclure, je dirais, toutes les questions de modèle, de structure, de technologie, de culture, mais aussi d'argent et évidemment de passion et de temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marc, de cet excellent et très pédagogique exposé qui résume bien la problématique des futures écoles de chirurgie pour nous en France. Gilbert Massard a prévu une discussion après chaque présentation. C'est en principe Françoise Lepinpec-Barthès qui doit prendre la parole. Mais, là voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous nous entendez? Je vous entends très bien, oui. Vous aussi. Donc, vous lancez la discussion. L'objet de cette intervention, c'est de lancer la discussion. Voilà, Gilbert, donc merci de m'avoir invité, merci à l'Académie. Pour lancer la discussion, il nous avait demandé de faire quelques diapositives, quelques minutes, donc je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Pascal. Voilà. Nous avons l'écran, voilà. C'est parfait. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc,
Donc, merci à tous et bravo effectivement Jean-Marc pour cette excellente présentation qui est très complète parce que tu as retracé ce qu'il s'est passé dans le passé en quelque sorte et l'évolution vers où l'on va actuellement. Alors, avant tout, je pense il y a une base immuable dans la qualité de notre formation et elle dépend de plusieurs éléments. Le mentor, comme on le voit ici, Samuel Gross, un chirurgien des années 1850 qui est entouré de ses élèves, ce mentor, eh bien, il reste encore d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner envie aux jeunes de faire ce qu'ils vont faire en chirurgie et il y a quand même un certain nombre de contraintes. C'est lui qui va donner le tempo de cette activité et de l'évolution. C'est lui qui va aiguiller, et ça, on le sait, au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas. Il va conseiller sur le circuit, sur les offres de formation. Et puis, finalement, il nous reste quand même l'élément, l'élève que l'on est en train de faire monter. Et les éléments qui vont être importants, ça va être sa curiosité, son implication, ses compétences. On sait très bien tous que tous les internes que l'on a, finalement, ils ne sont pas équivalents. Ils ont des profils différents et il faut les faire évoluer dans un environnement qui est une équipe parce que la chirurgie, c'est effectivement, comme tu le disais Jean-Marc, une affaire d'équipe. Alors, il n'y a pas longtemps, la Société française de chirurgie thoracique a fait une enquête auprès de nos jeunes et en fait, on s'est aperçu que malgré les gros efforts de chacun dans les différents centres, eh bien, il y avait quand même une certaine hétérogénéité de formation, même si tout le monde s'investit dans la formation des jeunes. Alors, je ne peux pas passer la prochaine diapo. Voilà. Alors, juste pour vous situer un peu la situation de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, aujourd'hui, on ne va parler que du thoracique, mais on a une société qui est commune avec la chirurgie cardiaque et le vasculaire rattaché aux deux spécialités. Eh bien, les faits sont là. Notre spécialité, quand vous regardez le choix lors des ECN, avant c'était le concours de l'internat, eh bien, la chirurgie thoracique, elle est placée assez bas après les autres spécialités chirurgicales. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est difficile à préciser. L'exercice, quand vous regardez les données du Conseil de l'ordre, eh bien, la moitié de l'activité se fait sous un mode salarié, un quart sous un mode libéral et un quart sous un mode mixte. Alors, vous voyez ici les données que j'ai pu obtenir par Anne-Marie Spinozzi, qui est notre secrétaire référente au niveau de la société. Donc, eh bien, on est à peu près 550 chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, 100 HU, 250 PH et 200 libéraux. Alors, est-ce que c'est le fait que nous travaillons dans un endroit qui est finalement assez exigu, qui côtoie des gros vaisseaux, qui est une chirurgie, comme on peut le dire, qui est une lourde chirurgie et à risque? Est-ce que c'est ça qui fait choisir les jeunes d'autres spécialités moins compliquées? Peut-être, ça, ce serait à discuter. Alors, donc Jean-Marc nous a montré les changements qui sont intervenus en 2017. Effectivement, d'emblée, maintenant, on choisit la spécialité du DES de chirurgie thoracique et cardiovasculaire en premier semestre, avec bien sûr un droit au remorque qui est maintenu sur 2 années, mais c'est un choix qui est important parce que quelquefois, on voit arriver dans nos services des jeunes qui n'ont jamais vu ce que c'est que cette chirurgie et quelquefois, ça peut poser des problèmes parce que finalement, l'orientation n'est pas si simple. Alors, nous avons une grande chance dans notre spécialité, c'est d'avoir une société unique, c'est la SFCT-CV. Et cette société unique, elle a joué un rôle majeur dans l'avancée de l'enseignement de notre discipline, à la fois sur le thorax, le cœur et les vaisseaux. Vous voyez ici, la diapositive n'était pas suffisamment grande, mais vous avez différents présidents qui se sont succédés, des mentors, des figures importantes, même transatlantiques qui faisaient partie de notre société, et d'autres qui nous ont orientés vers l'Europe, vers la Russie, vers des sociétés très spécifiques dans certains domaines. Et donc, cette société a joué un rôle important parce qu'elle a révolutionné et elle a insufflé des changements au cours de son existence, des changements qui ont permis de s'adapter à la réforme et de s'adapter pour le fonctionnement des jeunes. En effet, nous avons donc cette SFCT-CV et son collège qui sont rattachés, et donc cette notion de guichet unique qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que finalement, cette société va pouvoir suivre la démographie de ces jeunes
Et vous voyez ici une étude qui est déjà ancienne, hein, qui avait été publiée par Marc Lascar en 2013 et qui est actuellement en cours de réévaluation. On voit les entrants dans notre spécialité et on voit les sortants. Et vous voyez globalement, c'est en équilibre. Les entrants et les sortants sont en équilibre. Ça, c'est la chirurgie thoracique. Et ce suivi par la société et cette centralisation par le guichet unique nous permet maintenant de suivre le parcours des internes, qui est beaucoup mieux identifié qu'auparavant. Notre société a aussi privilégié les interchus dans les deux sens, province-Paris, Paris-Province. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'est plus question dans l'avenir de faire un seul mentor responsable d'étudiants, c'est vraiment d'essayer d'exploiter au maximum la complémentarité des sites. Et ça, on le voit. Et ça permet d'avoir une formation qui est diversifiée. Vous l'avez vu tout à l'heure, les bootcamps, les ratscamps, tours, etc. Tout ça, ça va permettre aux jeunes d'échanger entre eux, d'échanger entre les différents mentors. Et ce mixage, il est extrêmement important dans le cadre de la formation. Et avec la nouvelle arrivée des docteurs juniors, c'est pareil, notre société a privilégié le fait que l'on mixe les régions et pas que l'on reste chacun dans sa région. Donc, en parallèle de cette société, il y a le collège, les séances du collège vont permettre de faire un enseignement aux jeunes qui soit uniforme, à peu près uniforme sur le territoire. Et désormais, on a des coachings par des seniors qui sont identifiés et ça n'est plus l'interne qui travaille dans son coin pour présenter seul des sujets durant ces séances du collège. En parallèle, eh bien, a été instauré des entretiens entre internes et HU durant ces séances du collège de manière à suivre cette évolution des jeunes, essayer d'être sensible aux difficultés qu'ils rencontrent et de faire des propositions de changement ou des propositions de réaffectation. En fait, tout ça, cette société, ce collège, ce guichet unique, eh bien, il faut absolument qu'on continue à l'améliorer, le développer de manière à donner le goût aux jeunes pour devenir à leur tour des vrais mentors. Alors, comme avec Jean-Marc, on devait passer à la fin, donc j'avais mis juste une diapositive sur Epitor. Eh bien, Epitor, c'est notre force. C'est une base de données nationale qui a été mise sur pied par la société sous l'impulsion de Marcel Dahan dans les années 2002. Et ça, c'est une force parce que désormais, cette base, bien sûr, a été modifiée au cours du temps, mais on identifie des jeunes et on suit leur formation clinique. Et cela, ça va permettre de mieux les coacher et de mieux réaxer si jamais la formation n'est pas suffisante. Et bien sûr, cette base de données, eh bien, elle a été insufflée dans la base de données européenne, vous le verrez tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel. Alors, si l'on veut conclure en faisant les points forts de notre formation et les faiblesses de notre formation en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, les forces, c'est le guichet unique de la société qui permet de structurer et de rendre visible la formation, d'offrir une formation qui est diversifiée à la fois, enfin, surtout au niveau national. On ne voit plus la formation dans les régions, dans le centre, etc. C'est vraiment une formation qui doit s'éclater au niveau national pour donner les meilleures chances de formation pour les jeunes. Le collège, bien aussi, c'est une force parce qu'il y a un enseignement commun, il y a un suivi de cet enseignement. Notre base de données, vous l'avez compris, c'est évident, il est important que l'on ait parce que ça permet de suivre l'apprentissage et la progression. Alors, les opportunités, eh bien, c'est de faire des travaux de recherche issus de cette base nationale. Ça permet, là encore, dans le cadre de la formation, ça n'est pas que la formation clinique au bloc opératoire, il y a aussi cette formation de publication, de travaux de recherche. Et ça, cette base, elle est importante, elle est valorisée par notre société. Donc, davantage d'interchus, c'est aussi, vous l'avez bien compris. Et puis, notre société a permis d'élaborer des bourses qui financent des jeunes et qui facilitent des séjours à l'étranger. Il y a aussi des bourses par l'industrie. Alors, quelles sont les faiblesses? Eh bien, avec cette formation qui est d'emblée spécialisée, on a finalement une baisse des connaissances dans la chirurgie générale pour les jeunes qui rentrent dans la spécialité chirurgicale, ce qui peut être un problème. On a eu l'impression qu'il y avait une augmentation du droit au remords. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps parce que finalement, 2017, ce n'est pas si ancien et peut-être que les choix seront mieux faits dans l'avenir. Par contre, les menaces, et Jean-Marc en a parlé, avec les réformes, la qualité de vie, etc., eh bien, finalement, les jeunes, et c'est un fait, passent moins de temps au bloc opératoire, ont donc moins de temps aussi sur la clinique.
Et puis récemment, on a vu qu'on passait dans des congrès virtuels et donc il y a peut-être des problèmes de moins de relationnel au quotidien. Mais tout ça, peut-être que le futur, c'est un modèle hybride. On a vu qu'avant le Covid, tout le monde restait chez soi et allait dans des congrès et finalement le cercle était très restreint. Finalement, avec le Covid, on a eu peut-être plus de collaboration directe et simple avec des experts du monde entier. Peut-être que le changement est là. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit résumé dans 3 minutes, j'espère que je n'ai pas dépassé, pour discuter la présentation de Jean-Marc. Donc, je vous rends le partage, c'est ça? Je pense que c'est bon. Vous restez là pour la discussion. Voilà. S'il vous plaît. Non, c'était très concret, très précis, très orienté cardiovasculaire, mais c'est reproductible dans toutes les spécialités. Avant de lancer la discussion, je note 2 choses, parce que moi, je suis chirurgien viscéral, j'ai donc une formation très générale du fait de mon âge. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas une formation générale à la chirurgie, quelle que soit la spécialité, car les problèmes chirurgicaux sont les mêmes dans toutes les disciplines. On est bien d'accord, oui, on est bien d'accord. Je vous donne la parole à ceux qui veulent poser des questions ou intervenir. Gilbert. Alors, merci tout d'abord à Jean-Marc et à Françoise dans l'ordre de parution pour leurs excellentes prestations qui répondent à un certain nombre d'interrogations, mais qui en soulèvent d'autres. Je m'explique. Nous avons vécu en quelques années des réformes successives des 3 cycles, d'ailleurs dans l'ordre inverse de parution. Et la question que j'aimerais poser aux 2 intervenants est celle du risque de la réforme du 2e cycle. Le 2e cycle, c'était quand même celui où les étudiants avaient la possibilité de circuler dans un certain nombre de services pour un peu prendre la température et se trouver leur voie. Maintenant, avec la réforme, le projet personnel, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'accentuer encore la filiarisation qui ne va pas démarrer au moment de l'internat, mais qui va déjà démarrer pendant le 2e cycle, dans le même esprit qu'anime notre président, qu'il manque finalement, en fin de compte, une espèce de culture générale dont nous autres avons encore pu bénéficier. Jean-Marc, je te laisse répondre. Je suis tout à fait incompétent pour le 2e cycle. Je ne pique pas encore la réforme. Moi, ce que j'aimerais poser comme question en retour, en fait, c'est que tous les gens qu'on rencontre, et notamment des gens plus anciens, regrettent tous cette formation de chirurgie générale. Et pour quelles raisons a-t-on changé cette formation? Puisque ceux qui ont pris ces décisions de formation, ce sont des gens qui n'ont pas 40 ans, c'est des gens qui ont vécu ça. Donc, moi, j'aimerais connaître finalement l'origine, les racines de ce changement, de cette filiarisation. Quelqu'un devrait nous expliquer pourquoi ça a été fait. J'imagine que ça a été fait pour des raisons précises, et pas forcément des raisons, voilà, puisque quand on discute avec les gens autour d'une table, tout le monde regrette cette formation de chirurgie générale. Moi, le premier d'ailleurs, moi je trouvais ça très bien, j'aimais beaucoup ça. J'ai toujours voulu avoir une formation complète. J'ai fait du cœur, du thorax, de l'œsophage. Enfin bon, je me suis donné les moyens de faire cette formation très généraliste. Et grâce à ça, vous voyez, je suis encore appelé là au bloc opératoire parce que les gens ne savent plus faire certaines choses. Donc, peut-être que quelqu'un dans la salle pourra me répondre à l'Académie de chirurgie. Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il n'y a pas une personne, mais la personne qui pourrait éventuellement nous répondre, c'est Olivier Farge, qui a beaucoup travaillé à la réforme des études chirurgicales. Mais il y a quelque chose quand même, c'est que cette réforme, il y a beaucoup de médecins et de chirurgiens qui se sont opposés à cette réforme qui a mis 20 ans à sortir. Donc je pense que ces 2 guerres-là, enfin, ça ne s'est pas fait instantanément. Je ne sais pas quel a été l'élément qui a fait basculer. Peut-être que quelqu'un, Gilbert ou Pascal, je ne sais pas. Mais je crois que la communauté médicale était relativement hostile à cette réforme. C'est quand même une certaine restriction intellectuelle et surtout une perte de compétences pour les chirurgiens. Oui, c'est une question, effectivement, où il est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas trop d'où est finalement coule partie finale.
c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné l'interrogation des différents collèges de spécialité pour voir comment eux, ils conçoivent les maquettes de formation. Mais je ne sais pas personnellement qui a fait disparaître le fameux tronc commun de ces maquettes. Je vois que Bernard Cron veut prendre la parole à ce sujet. Oui, cher Président, parce que c'est un sujet de fond fondamental. Je vais faire un petit coup de pub pour mon bouquin Blouse blanche, colère noire, parce que je traite ce dossier. J'ai réussi, à force de réfléchir au problème, à faire un diagnostic. Les conseils de faculté, les cliniciens, ils sont minoritaires. Et de réforme en réforme, il faut 20 ans pour se rendre compte de la catastrophe. Je me rappelle nos grands patrons, les mandarins, que j'adorais, avec qui je m'entendais parfaitement bien, et qui m'ont soutenu toute leur vie, puisque ça m'a permis d'être parmi vous en 1995. Ils nous imposaient un tronc commun de chirurgie générale. Moi qui faisais du viscéral, mon patron m'imposait à prendre pendant 6 mois un service d'orthopédie pour faire les fractures et les urgences. Et je l'ai fait en ville, en clinique, avec une petite équipe pendant 32 ans. Le problème, c'est malheureusement que les médecins, cliniciens, les techniciens, les chirurgiens, malgré la création du Conseil national de chirurgie, je me demande ce qu'il a fait d'ailleurs ce Conseil national, on a perdu le pouvoir et je me permets d'insister auprès de notre association. Moi, je n'attends aucune promotion ni aucune gloire par cette prise de position, mais il est temps que le comité de l'internat qui existe encore, dont je suis vice-président, l'association des internes, soutienne le mouvement des internes qui se désespèrent. Il y a un suicide d'internes tous les 18 jours parce qu'ils ne sont pas préparés à leur prise de fonction. On ne les prépare pas pendant le 2e cycle à faire face à la mort, à face à la technique. Et quand ils commencent leur stage de chirurgie, comme ils sont obligés d'être de garde et qu'ils ne ferment plus l'œil la nuit, contrairement à nous où on dormait quelques heures, ils se désespèrent. Donc je crois qu'il est temps de faire la révolution. Dans 2 mois, il y aura des présidentielles et des candidats. Mon ami Frédéric Bizarre, que vous avez associé comme membre correspondant, écrit un livre auquel je participe sur sa demande pour la réforme de la santé. Il est temps de mettre en place un retour en arrière. Ce n'est pas être rétrograde ni être conservateur. Le passé est une porte ouverte sur l'avenir. Nous étions heureux comme internes à l'hôpital. Nous y dormions extrêmement souvent, même si ça n'était pas de garde. Donc, je lance un appel de se réveiller, ce d'autant que c'est la semaine de la grève des internes. Oui. Merci, M. Bernard, de ce témoignage. Hubert Joannet, notre secrétaire. Oui, moi je fais partie d'une génération où effectivement j'étais en tant que chef de clinique dans des hôpitaux de chirurgie générale où on opérait de toutes les urgences, des fissurations d'anévrisme de l'aorte et de toutes les urgences un peu viscérales. Je ne le regrette pas du tout. Mais je ne suis pas sûr qu'une formation générale reste adaptée à la situation actuelle. Je pense que probablement ce choix a été fait parce que les spécialités voulaient avoir des spécialistes bien formés. Et puis derrière tout ça, il y a les patients, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un chirurgien vasculaire fera mieux une cure d'une fissuration de l'aorte abdominale qu'un chirurgien généraliste. Après, c'est une question d'offre de soins. Et si notre pays est capable d'offrir des soins de qualité dans tous les endroits du territoire, y compris pour les urgences, eh bien, ça ne me choque pas du tout que les futurs chirurgiens soient spécialisés. Alors, d'autre part, notre métier évolue énormément. Et je me demande d'ailleurs s'il n'évolue pas de plus en plus vite. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'évoluer dans leur spécialité en fonction des avancées de nos techniques et de la médecine. C'est mon point de vue. Maintenant, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, je fais un constat. Merci Hubert. Est-ce que je peux avoir la parole, mon cher président? Qui est à l'appareil? Iraj. Bonjour Iraj. Bonjour. Bon, j'ai entendu avec beaucoup de plaisir et je ne peux que féliciter les orateurs. On parlait de la chirurgie générale, mais la chirurgie générale n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a la chirurgie digestive, il y a la gynécologique, etc., etc. La chirurgie générale n'existe plus. Il n'y a plus de service de chirurgie générale. Donc, comment voulez-vous envoyer les internes pour formation
dans un service qui n'existe pas. Un. Deux, en ce qui concerne les urgences, par notre faute à nous tous, nous avons perdu les urgences et ce sont les urgentistes qui s'en occupent. Je me rappelle très bien, un jour à la Salpêtrière, un chef de clinique en neurologique, on lui demandait qu'il fallait qu'il prenne la garde, il a répondu « Je suis neurologue, je ne vois que les malades neurologiques, les autres, ce n'est pas ma compétence ». C'est comme ça qu'on est arrivé d'avoir les urgentistes qui sont arrivés. Donc, je crois qu'on puisse aller en arrière. Mais par contre, ce que vous avez dit, c'est bien. Si vous pensez que 6 mois de digestif est indispensable pour devenir un chirurgien thoracique et cardiovasculaire, dans la maquette, il faut dire qu'il y a 6 mois dans chirurgie. Si vous pensez qu'il faut que ça soit 1 an, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez le mettre dans les maquettes. Vous voyez. Mais revenir en arrière, je ne pense pas que vous arriverez à mettre les urgentistes à la porte. C'est eux qui nous mettront à la porte. Je ne pense pas que vous allez créer des services de général que personne n'en veut. Non, mais Iraj, tu as tout à fait raison. On n'a pas demandé à refaire ce qui a disparu et à refaire le passé. Ce qu'on déplore, ce qu'on a déploré là, à la suite de l'exposé de Françoise de Pimpec, c'est qu'il n'y ait pas un minimum de teinture générale pour les chirurgiens de spécialité. On a tous compris que chaque spécialité évolue, chaque spécialité chirurgicale évolue vers une perfection de plus en plus grande, donc de plus en plus d'hyperspécialisation. Mais ça ne supprime pas une connaissance généraliste de la chirurgie et du métier de chirurgien. C'est ça que je veux dire. Mais ils vont l'apprendre où? Étant donné qu'il n'y a plus de service de chirurgie générale, ils vont l'apprendre où? Dis-moi, dans un CHU, il y a un service de chirurgie générale. Je n'en connais pas. Ben, tu as fait une proposition de demander un stage de chirurgie digestive à quelqu'un qui est chirurgie thoracique parce qu'il a un ésophage thorax. Je pense que Iraj a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut que les maquettes, elles spécifient, parce que quand on voit la maquette, en première année, on doit faire un stage soit en cardio, soit en chirurgie cardiaque ou en chirurgie thoracique. Après, durant les 6 semestres, on doit faire dans la spécialité 3 semestres validants, et puis dans d'autres services comme la cardiologie médicale, la pneumologie, etc. Il faudrait peut-être qu'on rajoute effectivement dans la maquette un stage en digestif, parce que c'est ça la chirurgie générale, c'est-à-dire c'est du digestif. On a tous fait 6 mois de digestif ou 1 an, 6 mois d'orthopédie. Je pense qu'il faudrait peut-être le préciser aussi. Ou alors c'est à chaque coordonnateur, puisqu'on rencontre les jeunes, de leur suggérer de faire 6 mois de quelque chose d'autre, mais chirurgical aussi. Je suis désolé, je dois vous abandonner. J'aurais bien voulu rester encore un peu plus. Bon après-midi à tous et merci encore pour votre invitation. Salut Jean-Marc. Chance pour ton patient. Oui, Françoise, pour rester un peu sur cette thématique, je pense que ce qui se passe est quelque part inévitable parce que par directive européenne, le temps de formation hebdomadaire des 70 ou 80 heures est connu 48 heures avec des règles de sécurité et tout ça. Et à l'inverse, les technologies ont évolué, les spécialités sont devenues de plus en plus sophistiquées. Et donc, pour ce qu'il faut apprendre, avec le temps qui est imparti, il faut finalement faire des choix, sauf à accepter d'allonger les études, ce qui est évidemment pas très attractif pour ceux qui sont censés nous remplacer. Encore qu'un pays comme la Suisse met 10 ans à former un chirurgien, mais il passe vraiment partout à ce moment-là. Donc je crois que là, c'est un peu des questions qui nous dépassent. Si on nous demande de former des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires en 6 ans, je crois que les choix qui ont été faits sont raisonnables, même si on peut les regretter. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que cette filiarisation va peu ou prou déjà s'amorcer pendant le 2e cycle, qui est la dernière chance pour nos étudiants d'attraper encore un brin de culture générale. Et je crois que c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Oui, je crois que tu as raison, hein, tu as raison, parce que on verra si le nombre de droits au remords
s'accentue, mais c'est quand même embêtant si on a plus de droits hors mort par rapport à notre nombre de formés, si tu veux. On sait qu'on déséquilibre aussi la filière, la spécialité. Donc, c'est vrai qu'en fonction des facultés, il faudra que chacun soit très vigilant pour que les jeunes passent dans des services où, a priori, ils ambitionnent d'aller. Enfin, il faut qu'ils aient y voir assez précocement. Mais c'est vrai que cette culture générale, elle est importante, hein. On soigne des patients, on ne soigne pas le thorax seulement. On n'a pas que ça. La réflexion de Gilbert sur la durée de la formation est très, très importante. Bien sûr, une année coûte, mais l'exemple de la Suisse montre que c'est faisable, comme il l'a indiqué, et il ne faut pas en faire un obstacle complet. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On a eu, nous, au moins 7 ans de formation. Bon, je pense que la discussion est terminée. Je vous remercie tous.